Et ils débarquaient à Paris au volant de leur superbe automobiles et avec un machin d'automobile. Ce qui faisait super super, c'était d'arriver avec un grand machin. Et c'était aussi un petit peu de L'avion est un extra pensé. On accélère. En fait le plus vieux Ju-52 du monde, je crois, puisque c'est un avion qui, depuis qu'il a quitté l'usine Junkers avant la Dernière Guerre mondiale, cet avion n'a jamais cessé de voler. Et d'ailleurs, vous savez qu'on peut prendre des baptêmes de l'air à son bord, et tout à l'heure, on me disait qu'il restait 5 places pour, à la fin de l'usine, il reste 5 places pour un baptême à bord de ce Ju-52 militaire, réservation à... Donc le Storch était un avion qui avait été conçu pour voler très lentement, permettre l'observation du champ de bataille, permettre également de décoller et se poser ailleurs que sur des aérodromes, quasiment sur des tout petits boulots, un peu de droit, 150 mètres de route, on pouvait mettre un Storch. Et donc c'est une fort belle patrouille de 3 des beaux avions, le Storch et le Junkers basé ici, celui qui est gris avec les 3 noirs. Quant à l'autre, le gris est
ben, ils évoquent les avions de transport, en particulier ceux de la Lufthansa, qui est la plus ancienne compagnie aérienne au monde, on peut le dire. La Lufthansa est née, en fait, l'ancêtre de la Lufthansa s'appelait la Gelad. Une compagnie aérienne qui est baptisée en 1900, avant la Première Guerre mondiale. Et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, la Gelad a transporté plus de 50 000 passagers. Donc, alors que le Storch est ce que seuls les Storch savent faire, c'est-à-dire par exemple virer totalement et parfaitement en plat, le Storch a des commandes de vol tellement puissantes et des dynamiques tellement raffinées que le filet d'air sur l'aile du Storch, malgré l'apparence un petit peu Jurassic Park de l'avion, c'est un avion qui est aérodynamiquement un véritable bijou. Et donc c'est un avion avec lequel on pouvait et on devait souvent effectuer des trajectoires assez biscornues et anormales pour un avion normal, afin d'échapper par exemple à la mitraille venue du sol. Pour revenir à nos Ju-52, donc ces trimoteurs, dans leur version civile, la Lufthansa des années 30, je vous rappelle qu'à la suite de la Première Guerre mondiale en 1919, avait été signé le traité de Versailles qui interdisait à l'Allemagne d'avoir une armée aérienne. Et donc les Allemands, ils n'avaient peut-être pas une armée aérienne, jusqu'à l'arrivée d'un certain chancelier Adolf Hitler en 1933. Les Allemands avaient quand même le droit de faire du transport aérien et ils ne s'en privaient pas. Ils avaient développé, grâce entre autres à la firme Junkers, de Hugo Junkers, ils avaient développé des technologies, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, des techniques, on disait à l'époque, radio-navigation et de radio tout court. Et les avions allemands de l'époque avaient commencé d'ouvrir la voie à l'aviation d'aujourd'hui finalement. Rappelez-vous que pendant la dernière guerre, il y a un avion en réaction qui s'appelait le Messerschmitt 262 qui, pour ainsi dire, contenait tout sur le plan aérodynamique et structurel, tout ce qui se trouve aujourd'hui sur nos avions de transport. Et d'ailleurs, chaque Airbus qui vole paye littéralement des royalties aux héritiers de Willy Messerschmitt, puisqu'on trouve des systèmes de liaison entre l'aile et le fuselage, des choses comme ça, qui ont été inaugurés pendant la dernière guerre par les équipes de Messerschmitt. Donc les Allemands étaient véritablement en matière d'avions de ligne. Et imaginez-vous, en 1935-36 par exemple, vous habitez à Berlin et vos affaires vous appellent par exemple à Shanghai. Berlin-Shanghai, c'est pas la porte à côté. C'est l'aéroport de Tempelhof, qui est aujourd'hui classé comme patrimoine architectural. C'est un bâtiment absolument stupéfiant que l'aérogare de Tempelhof. Et là, sous cette espèce d'énorme voûte en béton armé qui pouvait abriter des dizaines d'avions, eh bien, vous aviez des Junkers 52 comme ça qui vous attendaient. Vous embarquiez, un peu comme on embarque aujourd'hui dans un Airbus ou un Boeing, sauf que vous étiez bien moins nombreux, vous étiez 15-18 passagers. Vous montiez dans ce Junker 52 et vous partiez vers Shanghai. Alors évidemment, on volait beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui, on volait beaucoup plus bas, on volait entre 0 et 2000 mètres d'altitude à peu près. On volait à cette vitesse-là, qui n'était pas bien rapide, pas bien élevée, mais qui était... C'était Jeannot, mais c'était le maître master. Notre master à voler, il n'a pas pu résister. Hein, bon. Donc vous voliez à cette vitesse-là, dans ces grands trimoteurs, à l'extérieur, vous dites que ça devait faire du bruit dedans. En réalité, dedans, c'est des avions qui assez souples. Et si le ciel était gentil, s'il n'y avait pas de turbulence, eh bien, vous faisiez des voyages extraordinaires. En général, vous posiez là-bas, par exemple, à Dum Dum Airport à Calcutta, Dum Dum, l'aérodrome de Calcutta, et vous passiez la nuit dans des hôtels qui étaient souvent des hôtels fort confortables, des palaces de style colonial. Et au bout de presque une semaine de voyage, vous arriviez à Shanghai. Et étrangement, ça se passait plutôt bien. Il y avait finalement très peu d'incidents, voire d'accidents. Mais c'était assez rare.
Évidemment, ça n'avait rien à voir avec ce qui est devenu l'aviation de transport d'aujourd'hui, c'est du voyage aérien. Évidemment, quand le ciel était un petit peu plus agité, c'était moins confortable, et là, l'accessoire numéro 1 du voyageur céleste devenait le sac vomitoire. Mais bon, on n'en parlera pas aujourd'hui. Le thermibag, le barf-bag en anglais. De chasseurs. L'un porte les couleurs françaises et c'est le seul avion français ayant combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1939-40 et un peu plus tard en 1942. C'est le seul avion français à avoir survécu à la Deuxième Guerre mondiale et qui donne encore cet avion-là absolument un trésor national. La seule remarque qu'on puisse faire concernant ce trésor national de l'histoire de France, c'est que s'il existe, c'est grâce à un gentleman britannique qui s'appelle Stephen Gray et qui l'a littéralement